Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à ce tout petit PC portable compact Contura Aero 4/25. Donc c'est un tout petit PC portable. Ça fait à peu près la taille d'un netbook actuel qu'il y avait il y a quelques années, je devrais dire. Vous voyez, ça c'est un MacBook Air de 13 pouces. Hop. Ah, donc c'est vachement plus petit, hein. Ça fait à peu près, bon, ça doit faire à peu près la taille du 11 pouces, du modèle 11 pouces. Voilà, et face à un gros PC portable de 15 pouces, bah il n'y a pas photo, hein. C'est quand même vachement plus petit. Donc ça fait, cet ordinateur portable, il faisait partie de la gamme des PC portables plutôt professionnels de chez Compaq. Et c'était une machine qui était faite pour être légère, autonome et avoir suffisamment de puissance pour travailler sur des traitements de texte, des tableurs Excel, des petits trucs qu'on faisait à l'époque, quoi. Voilà, donc cette machine elle a quand même 22 ans, hein, aujourd'hui quasiment. Donc on va tenter de la faire redémarrer. Je l'avais acheté sur eBay dans un lot, et en fait c'est la seule machine qui me paraît sauvable de tout le lot. Donc du coup on va tenter de la faire redémarrer. Donc je vais faire un petit peu comme John, je vais faire un redémarrage de PC. Voilà. Bon, en premier lieu quand même on va regarder un petit peu comment elle est constituée. Donc sur le côté droit on a deux boutons, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ils servent. Voilà. À l'arrière, une prise pour une alimentation externe, prise pour parallèle, donc pour les imprimantes. Un port spécifique qui fait vidéo, mais qui fait aussi plein de trucs parce que c'est un port dock. Il y a une station en fait sur laquelle on dock la machine. Beaucoup de PC portables professionnels avaient ça à l'époque et ont toujours d'ailleurs. Et ici on a un petit port série. Et là, on a un port, donc sur le côté gauche, on a un port PCMCIA, donc classique pour pouvoir ajouter des extensions sur l'ordinateur, et notamment le lecteur de disquette, parce que le lecteur de disquette sur cette machine-là est externe. Donc juste à côté de ce petit truc PCMCIA qui servait, donc comme je vous le dis, à rajouter un lecteur de disquette, on a un local pour mettre une batterie que je n'ai pas non plus. C'est assez dommage. Aussi donc de tout le lot de machines que j'ai récupéré, donc la plupart sont dans des états absolument impossibles, hein, il n'y a rien à en tirer. Mis à part 2-3 pièces détachées, mais c'est surtout la seule qui a encore son disque dur, donc on va peut-être essayer un peu de fouiller dedans. Hein. On va voir un petit peu à quoi servait cette machine avant qu'elle arrive dans mes mains. Donc maintenant on va ouvrir le capot et on remarque qu'on a un écran, donc je crois qu'il doit faire 8 pouces, 4 tiers, noir et blanc. Hein. Et à l'époque, honnêtement, si vous vouliez un écran couleur, vous pouvez l'avoir. Hein. C'était des écrans couleur à matrice passive, et du coup on avait beaucoup de flou en fait dans l'image quand on déplaçait, quand l'image bougeait en fait c'était très flou. Et pour avoir un écran à matrice active, donc comme les écrans qu'on a de nos jours, qui réagissent très bien et qui ont un effet de ghosting, un effet de flou qui est ultra faible, ça coûtait vraiment ultra cher. Donc entre un écran couleur qui était pas génial et un écran noir et blanc qui était bien meilleur, 90% du temps les gens prenaient un écran noir et blanc. Il était moins cher, il était quand même un peu mieux. Petit clavier, hein, bon, on a un petit clavier standard de PC, pas de touche Windows, voilà, donc pas encore Windows 95, hein. On était sous Windows 3.1 à l'époque sur cette machine. Un petit clavier, pas génial le clavier, hein. Il est un peu spongieux, mais c'est pas grave. Ici on a un trackball, voilà, qui est juste là, et donc vous comprenez que les boutons là, servent tout simplement au clic, hein, clic droit, clic gauche, petit bouton power en haut, et c'est à peu près tout. Donc maintenant on va passer sous la machine. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a sous la machine? Alors c'est pas dans le bon sens. Alors on a une petite plaque qui permet d'identifier le modèle, donc fabriqué par Compaq Computer Corporation à Singapour. Voilà, donc ça fait partie de la série 2830. Ça c'est un sticker, je sais pas du tout. Mais ça m'a l'air de pas du tout être d'origine, je pense que ça a été rajouté par la personne ou l'entreprise qui l'avait avant. Ici on a une petite indication sur ce que ça prend en entrée, donc par la prise chargeur externe, donc maximum 17,5 volts. Donc je suppose que c'est center positive, mais je suis pas sûr, donc on va vérifier tout ça. Ici on a une petite trappe pour une extension de mémoire propriétaire. Parce que si cette machine, donc je vous dis, s'appelle le Compaq Contura Aero 4/25, le 4 c'est 4 mégas de mémoire,
donc qui est embarqué sur la carte mère. Et le 25 c'est 25 MHz, vu que là-dedans on va retrouver un Intel 486, cadencé à 25 MHz tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu la tronche de l'extension mémoire. Donc voilà la tronche de du slot d'expansion mémoire avec le cache qui est par-dessus. Donc c'est vraiment un truc ultra propriétaire et ces expansions mémoire pour ce modèle-là se vendent à prix d'or sur eBay. Tout comme le lecteur de disquette d'ailleurs, hein, il est super dur à trouver. Et donc c'est un petit peu compliqué d'en avoir et moi pour le moment je considère que ça vaut pas le coup, surtout au prix franchement de l'extension mémoire. J'ai vu certaines barrettes partir à 70 € je crois, enfin quelque chose de complètement fou pour 8 mégas de mémoire supplémentaire. C'est complètement ridicule. Donc voilà, on a fait le tour de la machine. Maintenant je vais faire un test pour savoir si cette prise là elle est centre positif ou centre négatif. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, maintenant on va tester un petit peu donc sur cette prise, on va essayer de déterminer la polarité. Hein. Donc vous voyez c'est une prise tout à fait standard. Hein. Donc il y a deux contacts, un qui est au centre et un qui est en haut. Donc j'ai sorti le multimètre flux que je vais mettre en testeur de continuité. Voilà, on vérifie que ça marche. Ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai pris deux sondes différentes, celle-là est légèrement isolée. Alors c'est pas parce que je vous fais une crise de Bob Morris aiguë et que j'ai peur que l'électricité me tue. Loin de là, non c'est juste parce que vous voyez cette prise là. Donc si vous voyez comment elle est foutue, il y a un petit contact qui est en haut et au milieu vous avez un gros contact qui est super facile de toucher. Et moi je voudrais juste toucher le contact qui est en haut. Donc c'est pour ça que j'ai pris un truc qui est un tout petit peu isolé, que je puisse glisser et éviter de toucher celui-là en fait. Enfin éviter de toucher les deux en même temps. Ensuite bon, on va essayer de choisir une masse. Alors soit... Ouais, bon ok, donc toutes les masses se relient entre elles. Donc je vais pas m'emmerder, je vais la mettre là. Voilà, donc là j'ai une masse. Hein. J'ai juste vérifié que c'était la masse de l'ordinateur quoi. Voilà, en faisant un petit test de continuité. Et maintenant je vais donc me mettre en haut. Et si je me mets en haut et que ça sonne, c'est que en haut c'est la masse, donc l'extérieur c'est la masse. Voilà. Ok, ça a fonctionné. Pas mal. Ok, donc la masse sur la prise que je vais rajouter, c'est l'extérieur. Et au centre, on a bien le plus. Donc c'est un truc assez standard. Je vais voir si j'ai pas un petit chargeur qui permettrait de faire quelque chose qui marche bien, tout en respectant les 17,5 volts max, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait le tour des lignes que j'avais. Donc la ligne de ce PC là, donc le Lenovo, qui a la bonne prise hein, pourtant. Mais ça va pas être possible tout simplement parce que au niveau de la ligne, la ligne elle sort du 20 volts. Donc on est en 17,5 max. Je sais pas trop, même si c'est pas beaucoup plus élevé, j'ai pas envie de risquer non plus la vie de la machine. Le mieux que j'ai trouvé, honnêtement, là, je sais même pas si elle va démarrer avec, c'est ça. C'est un petit chargeur. Alors je sais que ces machines-là, elles réclament pas beaucoup en courant et en tension. Un petit chargeur, donc 12 volts. C'est un peu naze, mais bon, 2 ampères, 24 watts. La prise, c'est bon, donc on va pouvoir essayer de tester, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va bientôt être le moment de vérité. Alors comme dirait UXW Bill, smoke test. Alors on branche, on ouvre. Ah, on a des lumières. Le truc s'est allumé tout seul. J'entends un disque dur qui tourne. Ça c'est cool. L'écran très clair. On a un test, un self-test apparemment. Donc il teste la RAM. 4096. Ça bip. Ouh, démarrage de MS-DOS. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Là je vous rapproche un tout petit peu. Ah. Ok, une fois que MS-DOS a démarré, on me demande un mot de passe que je n'ai pas. Ok, bon. Ça c'est un peu moins sympa. Alors on va essayer donc on va essayer soit de craquer le mot de passe, mais ça reste une application en DOS, accès refusé. Donc j'éteins la machine, je débranche. Alors dessous il y avait une étiquette. On va essayer une des deux chaînes de caractères, ILANE ou ILAP 051. On va voir ce que ça donne. Je vais juste redémarrer la machine. Donc si cette machine fonctionne, je la mettrai alors sous Windows 3.1 sûrement, parce que c'est livré d'origine avec Windows 3.1.
même si en théorie elle est capable de supporter Windows 95. Et il faut voir en fait, faut voir tout simplement ce que ça peut donner. Donc là on a MS-DOS qui démarre. Et il devra un fichier qui lui dit de lancer certaines applications au démarrage. Ouais, il y a des trucs, des instructions. Donc on va essayer donc un des deux mots de passe. Enfin une des deux chaînes de caractères. Ok, j'ai essayé ILANE. Il réagit pas. Non, accès refusé. Donc là c'était je sais plus. Ah, d'accord, ok, ça l'éteint pas, ça le met juste en veille en fait le bouton. Bon. Pour l'éteindre complètement, il faut lui débrancher le fil. C'est pas trop normal ça. ILAP 051. On va voir ce que ça donne. Et je vais aussi appuyer sur pause là. Alors faut faire FN et arrêt des fils pour pouvoir avoir pause. Au moment où il y a des instructions, histoire de voir à peu près ce qu'il lance au démarrage en fait. Ouais, c'est bon, le mode pause a l'air de fonctionner. Ouais, ou alors je l'ai laissé en pause, je sais pas. D'accord. Donc je vais essayer de stopper au moment où... Ah ok, ça m'intéresse pas. Bien. Voilà. Ah ah. Ah mais voilà ce qu'il lance. Il y a un driver pour la souris. Apparemment. Il y a quoi d'autre? Cette temp, tout c'est Windows /temp. Il y aurait un Windows installé là-dessus, c'est assez bizarre. Et il lance un truc qui s'appelle Mopass. Donc j'imagine que c'est Mopass qui nous donne cet écran là, nous demandant un mot de passe. Donc là, je sais plus comment on fait pour sortir. Bah ok, il fallait juste appuyer sur entrée. Donc je vais juste reprendre le code qu'il y avait dessous. On va voir ILAP 051. Donc ILAP 051. Entrée. J'entends le disque tourner, mais rien de plus. Bon, et il fait quoi? Non, accès refusé. Bon, c'est pas grave. On a vu un petit peu ce qu'il lançait au démarrage. Et moi, je suis curieux de savoir. Donc, on va prendre le disque dur qu'il y a dedans, on va l'extraire, on va le brancher sur un PC récent. Et on va soit supprimer, soit modifier le nom du fichier, la mot passe, qui est certainement un point .exe ou un point .bat, je sais pas. Et on va voir comment il réagit quand justement ce fichier là, mot passe, n'existe pas. Donc si ça se trouve, ça nous permettrait de justement d'outrepasser la protection par mot de passe et de rentrer ce qu'il y a en gros dans l'ordinateur. Bon, ben, comme je vous l'ai dit, on passe au démontage. Hop, on sort une puce à outils. Alors, j'ai remarqué sur cet ordinateur, à l'arrière en tout cas, qu'il y a des vis, voilà, comme celle-ci. Des vis qui sont à la fois torx et plates, enfin tête plate. Et j'ai regardé sur le net, il y a alors je crois qu'il y a le manuel de service ou quelqu'un qui a fait un manuel de service, je sais plus, j'ai regardé il y a quelques temps. Et en fait on peut juste retirer la coque supérieure, ça se retire assez facilement et en fait il faut enlever toutes les vis de la machine, sauf celle-là, voilà. Celle-là qui retient une partie de la charnière, enfin, j'ai pas tout à fait compris comment c'était conçu. Puis je m'en souviens plus vraiment, c'était il y a quelques temps, mais bon, voilà. Et ben cette machine a quand même dormi assez longtemps, hein. Ça fait longtemps que j'ai remporté l'enchère. Donc j'enlève la vis. Bon, ça commence bien, on a un plastique cassé, mais c'est pas... Voilà, on va les mettre ensemble. Voilà, ça y est, toutes les vis ont été retirées. Alors si je me souviens bien, il fallait enlever le truc de batterie. Voilà, déclipser après donc tout le tour.
Ouais, ils mettaient pas des clips de merde à l'époque, hein. C'était vraiment du bon. Hein. Ok, ici j'ai que ça doit être clipsé aussi. Enfin, je sais pas trop comment c'est foutu leur système. Parce qu'il y a le cache charnière qui veut. D'accord, ok, c'est clipsé au milieu tout en étant. Voilà, bon, ok, bon, ça sort. J'espère juste que j'ai rien abîmé. Bon, mis à part la pièce là qui était cassée en bas, enfin le bout qui était cassé en bas, ça m'a l'air relativement bon. Là, on peut percevoir les contacts de batterie. Donc ça c'est bien, ça nous permettrait donc de faire le pin out. Donc ici là les contacts de batterie, juste là. Ça nous permettrait de faire le pin out de ce truc là et éventuellement de lui rajouter de lui remettre une batterie. Donc je suppose qu'il y a un plus, un moins, la température et je sais pas. Bon, on va bien voir. Alors on a une vis en bas, deux vis ici et une vis qui est cassée dans son logement. Vous voyez. Ouais, donc du coup, à mon avis, quelqu'un a déjà dû s'amuser dans cet ordinateur. Ici, on a la petite nappe flexible. Alors ça, c'est assez intéressant parce que chez IBM, ils ont fait ça longtemps. Je sais pas s'ils le font pas encore. Voilà. Petite nappe flexible qui relie la carte mère à l'écran. Voilà. Et chez IBM, sur les ThinkPad, on le voyait beaucoup, ce truc-là, la nappe qui passait devant, en fait. Moi, c'est une solution de construction que j'ai jamais aimée, mais apparemment, ça a l'air de pas trop mal marcher. Vu qu'IBM utilise sur le ThinkPad et que le ThinkPad c'est peut-être un peu ce qui est le plus résistant au monde en PC portable professionnel, mis à part les PC portables militaires là, durcis, renforcés comme les Panasonic Toughbook qui sont des espèces de trucs, c'est Toughbook, on dit Toughbook, tough, yeah. Donc ces trucs là qui sont ultra renforcés, j'en ai un, je crois que c'est un T7. Truc 12 pouces avec des performances, il y a un corps de duo dedans mais les performances sont complètement anémiques, mais bon c'est des trucs ultra renforcés et ça marche vraiment bien quoi. Au niveau de la résistance au choc, au niveau des perfs comme je vous l'ai dit c'est anémique. Bon ben on va enlever les vis, ça m'a l'air d'être exactement la même empreinte pour les vis que à l'extérieur, donc là on a une vis. Donc une fois que les vis sont enlevées je suppose qu'on peut tirer. Ouais, ça serait bien d'enlever bien celle-là mais bon. Voilà. Ok. On tire ça vers le haut. On peut le retourner. Alors, je vais juste récupérer les vis tant que j'y suis. Il y en a une là, une là et une là. Ok. Maintenant, on va enlever donc les deux petits trucs de nappe. Ok, donc là on a le clavier, on a retiré le clavier. Donc clavier compact. Petite référence compact en haut. Modèle français, French, ok. Un numéro, donc un part number quand on veut acheter sur... alors à l'époque il devait avoir une boutique de pièces détachées, donc un spare store. Donc vous pouvez avec ce part number là commander la pièce. Un numéro de série qui est... Waouh, qui est vachement bas, 376. Je trouve ça vachement bas quand même pour un PC portable. Pour un clavier PC portable. J'espère que c'est pas la 376e machine vendue en France avec un AZERTY. Parce que là sinon c'est... Putain c'est pas mal quoi. Un gros truc, attention. Ah oui d'accord, ok. C'est pour les personnels de maintenance, ça leur dit qu'en gros les batteries, faut faire attention, ça peut exploser. Bon, on va mettre le clavier sur le côté. Alors on a une petite batterie, une petite pile CMOS qu'on a ici, avec les deux contacts sur les côtés accessibles, donc on va pouvoir vérifier qu'elle ait toujours une tension à peu près correcte. Donc voilà, ça y est, j'ai ressorti le fluc. Alors, hop, on va juste vérifier la tension. En fait, on a les contacts qui sont sur les côtés, donc c'est assez pratique. Hop. 2,9 V, ouais, bah, ça me paraît correct. C'est pour une pile, c'est une CR1220 je crois, ou je sais plus quoi. J'ai pas regardé honnêtement. C'est une... Oui, une 1220, donc c'est pas la pile standard de BIOS, c'est plus petit. Mais elle m'a l'air encore bonne, je pense qu'elle a été remplacée récemment. Elle a été remplacée il y a... Parce que ça m'étonnerait que ce soit la pile d'origine, vu que l'âge de la machine, je l'estime à 22 ans. J'ai des composants... Alors... J'ai des composants dont le date code c'est 94. Et j'ai des copyrights à 94. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail.
Donc ici on a un composant de chez AT&T, donc il y a un opérateur mobile américain, donc c'est peut-être un composant qui fait modem, hein. Il n'y a pas de prise modem, donc c'est peut-être en relation avec la prise qu'on a derrière là, la prise dock. Donc un composant chez AT&T, donc 1994, hop, 1994, 7ème semaine. Ici en bas on a une espèce de pile de, enfin pas une pile, pardon, une puce de BIOS en PSC32 avec un copyright à 94. Pareil ici, copyright 94. Donc je pense que cette machine doit être du début de la production du contour aéro, parce que je crois que c'est 94, 96, quelque chose comme ça, ou 94, 97. Mais je pense que ça doit être une des premières qui est sortie de chaîne. Si je me plante, je vous mettrai une petite annotation dans la vidéo directement. Donc ici on a le disque dur. Donc le disque dur, on va essayer de le retirer. Ça m'a l'air d'être un système standard à caddie, donc on va voir ce que ça donne. On va enlever la petite nappe qui sert. Alors, ici en enlevant la nappe, j'ai enlevé aussi les boutons, mais ça c'est pas grave, on les remettra après. Donc qui sert au bouton donc, du trackball, qui est aussi relié au trackball apparemment. Donc voilà, ici là vous voyez, il y a la nappe, elle fait clac, 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 les boutons. Et ici le trackball, donc à mon avis c'est la souris hein, de la machine. On va pousser, ouais, ok, donc si on pousse ça le libère et on peut sortir le disque dur. Waouh! Eh ben, je peux vous dire que le disque dur il est pas vraiment fin. Donc on va le sortir de son caddie, je vais vous montrer ça après. Donc voilà le disque dur qu'il y avait dans la machine. Donc un disque dur chez Western Digital de 540 mégas. Déjà je peux vous dire que c'est pas le disque dur d'origine de la machine pour plusieurs raisons. Ça m'a l'air d'être une étiquette de revendeur. Et surtout, donc un disque dur de 540 mégas, c'était absolument pas disponible quand on achetait l'ordinateur. Le maximum qu'on pouvait avoir dans la configuration la plus haut de gamme, c'était un 250 mégas. Donc du coup, ce disque n'est pas d'origine. On peut aussi remarquer qu'il est quand même, on a quand même fait vachement de progrès sur les disques durs en quasiment 22 ans. Regardez, là plutôt en quasiment 20 ans, vu que c'est un disque dur de 96. Voilà, pareil, hein, aussi le datecode qui correspond pas. La machine assemblée en 94 à peu près, disque dur de 96, c'est impossible. Généralement les pièces qu'il y avait là-dedans, elles restaient pas 2 ans en stock quoi. Et regardez, ça c'est un disque dur moderne, donc un disque dur chez Samsung. Et d'ailleurs c'est pas du tout Samsung qui les fabrique, hein, c'est Seagate. Donc un disque dur de 1 Tera, 5400 tours minute, donc déjà celui-là il va beaucoup plus vite que celui-là. Mais regardez la différence d'épaisseur. Voilà, c'est quand même quasiment 2 mm moins épais, les disques durs modernes. Mais surtout ça fait 500 mégas. Et celui-là il fait 1 Teraoctet. Donc on a quand même fait des progrès considérables en matière de stockage sur ce disque dur là. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que le disque dur je vais le prendre et je vais aller le brancher sur un ordinateur sous Windows et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc pour pouvoir lire ce disque dur là sur donc, mon PC Lenovo, il faut un petit adaptateur comme celui-ci. Donc là c'est l'adaptateur qui fait l'IDE en 2,5 pouces, l'IDE en 3,5 pouces et un peu de SATA. Donc tout simplement on branche correctement le câble. Hop, alors attendez. Comme ça. Voilà. Et ensuite on prend la sortie qui est en USB et on la branche à l'ordinateur. Donc là on entend que le disque dur tourne. Ah, il y a un lecteur qui s'appelle MS-DOS6 qui vient de popper, qui vient d'être détecté. Et effectivement, il y a des choses dans ce lecteur. Donc voilà ce qu'on a dans ce lecteur. On a un dossier CPQ-DOS, un dossier DOS, un dossier privé, il n'y a rien dedans. Ce qui est une bonne chose. Pour un PC qu'on a acheté sur eBay, normalement les infos du précédent propriétaire ne devraient pas y être. Un qui s'appelle WXZ avec un bon paquet de programmes DOS, dont un précis.bat. Ça je sais plus tout ce que c'est. Wi-Fi. Ok, bon, c'est des fichiers de configuration ou des fichiers qui sont utilisés par un logiciel. Il y a des .ini. Bon, il y a un paquet de trucs. Dossier WF
MEBOX. Doc, 2 fichiers doc, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Merci de ne traiter qu'un sujet par mes mots. Voilà, je sais pas du tout, honnêtement. Supprime.doc, il y a quoi dedans? Ok. C'est pareil. Bon. Il n'y a pas grand chose. Et on a notre fameux motpasse.exe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Et je vais rajouter un E à la fin. Motpasse. Voilà, je valide. Je l'ai renommé, je ne l'ai pas supprimé parce qu'on pourrait peut-être en avoir besoin plus tard, je sais pas. Et je vais donc maintenant débrancher le disque dur. Et on va le remettre dans la machine. Donc voilà, ça y est, comme vous pouvez le voir, j'ai partiellement réassemblé la machine. Donc on va essayer de la faire démarrer avec notre fichier modifié. Voilà ce que ça donne. Hop. Toujours le démarrage de MS-DOS. Ok. PCMSI. Bon, ça démarre. Ah, on va un peu plus loin. Ouh. Oula. Oula. Là, on lance une application en automatique. Liste, analyse périodique, messagerie. Qu'est-ce qu'il y a dans messagerie? Message, archive, mémo médecin. Oula. Oh putain, j'ai pas envie de tomber sur des dossiers médicaux, moi. Bon, bah, on va essayer d'aller voir dans message. Message présente. Envoi A. Donc, ok, il y a une application de messagerie incorporée. Mémo médecin, nouveau fichier. Vue. Fiche d'activité. C'est assez bizarre. Télécommunication. Ok, c'est pour recevoir des fichiers apparemment. Calcul du nombre de visites, restaurer les index, retour au DOS. Donc ça c'est cool, on peut revenir dans le DOS. Base de données. Oula. D'accord. Donc je vais masquer 2-3 petites informations là-dessus, hein, parce qu'il y a des noms quand même. Des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Donc ça je vais masquer. Mode de réception, fait passer. D'accord. Sur rendez-vous et dans une cité, voit des plaies, travaille avec la maison de Combe. Ce sont les infirmières qui font tous les pansements. On voit beaucoup de plaies très agréables. Ok. À une quinzaine de personnes âgées. Fait très attention aux plaies. Putain, mais la personne qui écrivait des trucs comme ça, putain, mais elle est obsédée par les plaies, c'est pas possible. Il n'y avait pas de commentaires. Très intéressant. Et remplacer les jeudis pendant les vacances. Son mari reçoit également le jeudi. Très agréable. Voix plutôt de l'aigu. D'accord, ok, très intéressant. Rappel en septembre. Médecin diabétologue, très douce. Fiche du fixe. D'accord, ok. C'est super bizarre. Bon, ok, bon. C'est vraiment bizarre ce que c'est que ce qu'il y a sur cet ordinateur. Je vais me renseigner un petit peu là sur, sur Précise, Ilan et Molik, enfin le truc au nom imprononçable qu'on a en haut. Parce que c'était une entreprise ou je sais pas. J'ai peut-être un doute là-dessus, quoi. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc du coup je vais regarder. Donc voilà, j'ai fait une petite recherche sur Google. Alors autant j'ai rien trouvé sur la marque Précise, mais je suppose que c'est
la société qui a conçu le logiciel qu'on a ici. Sur Ilan non plus, j'ai rien trouvé. Par contre, sur Molning, enfin le truc qu'on aurait prononçable, j'ai trouvé quelque chose sur Google. Et en fait, il se trouve que cette boîte-là, c'est un, c'est un fabricant donc, de matériel médical pour les blocs opératoires. Et justement, ça, c'est du matériel qui traite les plaies. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait autant de commentaires sur les plaies. Alors je me disais, ah putain, la personne qui remplit ça, elle est complètement obsédée par les plaies. Mais apparemment non, ça a l'air d'être son boulot. Donc ce PC portable appartenait à une boîte et à une personne qui était censée, à mon avis, aller chez les médecins et vérifier comment le matériel qui livrait était utilisé. Ou voir s'il l'utilisait, ou essayer de les convaincre d'utiliser le matériel. Je pense que c'était pour faire du démarchage et pour faire donc des stats quoi globalement. Donc on va essayer quand même de fouiller un peu plus sur ce qu'il y a dans ce PC. Alors messagerie, on n'a rien trouvé mais pas de messagerie privée. Il n'y a pas l'air d'avoir de message. Il y a des fiches vides. Il y a des listes ou pas? Alors on a un petit fichier d'aide. Analyse, journal des visites. Hop, exécuter. D'accord, donc apparemment il y a moyen de gérer un planning. Bon. Ok, on peut faire des stats, des graphiques. Il y a une base de données qui est toujours présente avec tous les médecins. Alors après il y a des notes associées à chaque médecin. Filtrer. On peut faire des filtres. On peut faire pas mal de trucs en fait. Donc il y a une espèce de base de données. Voilà. M'a reçu à titre exceptionnel. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais masquer les noms. Ça se fait pas trop de laisser des trucs comme ça. Oula. Oula, je vais avoir des problèmes là. Et un médecin juif religieux. Oula, je vais avoir des problèmes, je le sens. Très désagréable. Bah, apparemment, faut pas aller chez cette personne. Ok. On peut passer ça en rendez-vous. Voilà. Ah voilà, c'est typiquement ce que je parlais tout à l'heure. Ben voilà, effectivement, c'était de la... pour faire des analyses statistiques et pour faire tout ce qui est vente. Donc pour faire de l'étude de marché, comme on dit. Voilà, très froid, mais très intéressé par nos PDTS, par nos produits en fait. Donc apparemment, ouais, c'est vraiment c'est des stats. Et c'est c'est pour faire des études de marché. Voilà, très agréable. Traite les diabétiques. Ah, ça permet à mon avis, ça permet après de proposer directement au médecin une liste de produits qu'il pourrait acheter chez cette entreprise. Je pense que c'est vraiment ça. Voilà, un autre commentaire intéressant. Utilise souvent le Mefix, très agréable. Je pense que Mefix doit être un de leurs produits, je sais pas, un sparadrap ou les points résorbables, je sais pas du tout. Mais c'est voilà. Bon, c'est vraiment c'est une base de données. Ah ben voilà. Encore une fois. Droit de passage, je me souviens du passage Molniclé. Molniclé, je pense, ça doit être ça. J'arrive pas à le dire. C'est bizarre, c'est du suédois. J'ai toujours un problème avec les noms suédois. Quand je vais chez Ikea et que je vais acheter un meuble, j'arrive jamais à me prononcer le nom. Ouh, apparemment cette personne est désagréable, pas du tout intéressante. Très intéressée. N'a pas de temps pour les labos. Voilà, donc là c'est typiquement le gars il a pas. Voilà. Il reçoit pas les labos pharmaceutiques pour discuter des produits, ok. S'occupe d'un dispensaire dans l'océan Indien. Waouh. Ah, lui il est bon. Bon, les adresses sont masquées. Mais je vous le dis de suite, c'est que des adresses qui sont dans la région parisienne.
C'est pas loin de chez moi ça. Voilà. Très intéressé par Mesorb. Donc Mesorb, je pense que c'est pareil, un de leurs produits. Très spécial, intéressé par les produits, fait partie d'une association sportive. Voilà, c'est vraiment c'est un PC qui était fait pour comptabiliser, enfin pour faire des rapports sur tous les médecins qu'ils avaient visités et voir qui est intéressé ou pas par les produits. C'est dommage, j'aimerais bien trouver autre chose que... Oh, il y a des fichiers, analyse, médecin par département. D'accord, ok, donc il y a des... Ah, donc 22 mars 97, c'est le nombre de médecins recensés dans un département. C'est un petit éditeur texte avec un petit peu de... Enfin, c'est pas Word, hein, mais avec un petit peu de tableur. Ah, c'est pas mal du tout hein, ce qu'ils ont fait. Le programme a l'air sympa. Voilà, je retourne dans... Alors, c'était dans Messagerie, je crois. Ouais. Voilà, il y en a une autre. Répartition. Médecin ciblé par UGA. Bah voilà, mais c'est exactement ça. C'est... Ok. D'accord. Bon, je comprends pas tout, mais c'est un PC qui était fait pour générer des rapports. Hein. 22 mars 97, ok. Nombre de médecins par UGA, bon, avec des stats et des pourcentages. Donc liste, il me propose de nouveau fichier. Vue. D'accord, ok, donc il me permet de faire des fiches activités, récapitulatif jour. D'accord, ok, c'est des fiches automatiques en fait. Qui sont prédisposées dans le logiciel de messagerie. Après, je suppose que ils envoyaient ça à la maison mère pour rendre des comptes. Voilà, c'est juste pour faire des rapports, cette machine. Ok. Ah, c'est pas mal. Bon, on va quand même aller sur le DOS. Parce que moi, cette machine, je voudrais lui mettre Windows 3.1. Et on va voir si on peut, justement. Donc, vert. Oh, super. Donc, on a un MS-DOS 6.22. Bon, c'est cool, ça. Parce qu'avec MS-DOS 6.22, ben, ce qui est bien, c'est qu'on peut installer un Windows 3.1. Donc ça, c'est super sympa. Et l'écran devient flou. Ok, donc cd cd gear. Ok, donc il y a un commande.com. Ok, après il y a un paquet de trucs. Donc je pense que ça doit être dans le commande.com là qu'il faut que j'aille pour modifier. Alors je crois que c'est edit. Commande.com. Il est chiant ce clavier parce que je vois que c'est un clavier un peu américain, enfin un peu américain, japonais, enfin un clavier un peu bizarre. Vous voyez la touche M, elle est petite quoi, comme si c'était une touche de fonction secondaire, c'est assez bizarre. Génial. Ok, donc on peut l'éditer. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien du tout, il est complètement vide ce fichier. D'habitude il y a les... Il y a des instructions normalement, mais bon. C'est Alt, je suis bête. Ouais. Et tu as toutes les instructions pour pouvoir... Ah non, je peux pas enregistrer, non. Pour pouvoir modifier, mais il n'y a rien du tout. À moins que je confonde, parce que faut savoir que DOS, quand j'étais petit, moi je touchais pas à DOS. J'avais ni Mac ni PC, j'avais autre chose moi quand j'étais tout petit. Et d'ailleurs, vous le verrez peut-être un jour en vidéo. Et en fait, ces commandes-là, je les ai appris un peu plus tard, notamment quand dans la famille on a eu notre premier PC et qu'on avait galéré parce qu'on avait un disque dur de, je sais plus, 40 Go, enfin un truc de luxe, et on voulait installer Windows 98. Et là, c'était magique. C'était juste avant que, en fait, c'était l'époque où il y avait encore Millennium. Et juste avant que Windows XP arrive. Donc après, on a fait un passage de 98 à XP. Mais bon, là, je blablate. Alors attendez, je vais essayer un edit AutoEx. Auto .bat. Je crois que c'est dans ce fichier là que tu as toutes les commandes. Eh ouais, super. Donc là, charger le mode mémoire machin.
Ok, voilà, mot passe. Voilà, elle est là la commande en fait qui permet de charger directement la protection par mot de passe. Donc c'est pas mal foutu parce qu'en fait si vous retirez pas le disque dur de la machine, si vous pouvez pas lire des fichiers en externe, vous pouvez pas en gros faire en sorte d'accéder au contenu de la machine quoi, si vous retirez pas le disque dur. Néanmoins, si vous la faites booter, alors je sais pas, peut-être qu'ils ont verrouillé le boot, hein, si vous la faites booter depuis une disquette avec le lecteur intégré, avec un DOS sur disquette, vous pouvez éditer le fichier et puis bypasser complètement le mot de passe. Donc ça c'est cool. Alors je pense que c'est une installation d'origine de chez Compaq, parce qu'à l'origine il y avait Windows 3.1 sur cette machine, et je pense qu'elle a dû être légèrement modifiée. Donc du coup il charge un programme qui s'appelle Precise. À la fin, ok, donc Alt F, quitter. Si je mets Précise, P R E C I S E, Précise. Ouais, c'est ça, ça charge le truc. Alors j'ai pas le temps de voir l'écran de boot. Bon ben c'est pas grave, j'ai pas le temps de voir l'écran de boot, mais j'aimerais bien le voir. Donc du coup je vais quitter. Hop. Alors voir si ça marche depuis n'importe quel menu. Enfin depuis n'importe quelle arborescence. Si ça se trouve c'est comme la commande Win, je crois qu'elle marche depuis n'importe quelle arborescence. Donc je vais taper précise. Hop. Ouais, ça fonctionne depuis. Voilà. Donc là j'ai réussi à poser. Ça fonctionne depuis n'importe quelle arborescence. Ok. D'accord, donc c'est Walsh qui aurait fabriqué l'application. Elle est en version 3.53. L'application s'appelle Précise, donc c'est pas le nom de la boîte qui l'a faite. Donc c'est Walsh International. Ok. Jusqu'à 93. Copyright 93. Ici on a un copyright 97. Donc, je sais pas trop de quand date l'application. Specific Application for Ilan Mol machin, enfin Mobilikial. Ok. Donc en fait c'est Walsh International qui a fabriqué cette application pour eux. Je vais regarder s'ils existent encore. Donc j'ai cherché un petit peu sur le net, j'ai mis donc Walsh International sur Google, j'ai trouvé un transporteur, donc un petit peu comme DHL ou TNT, enfin tout ça. Donc ça a pas l'air d'être eux. J'ai cherché Walsh International Software, donc j'ai rien trouvé du tout. Ça n'existe pas quoi. Walsh International tout court, je suis tombé donc sur un promoteur immobilier. Bon. Alors après j'ai cherché juste Walsh Software, je suis tombé sur une boîte qui s'appelle Walsh Integrated. Voilà. Et le problème c'est quand on va dans un promo, ils disent qu'ils sont fondés en 92. Mais le truc le plus bizarre c'est qu'ils font des applications pour les hôpitaux. Donc c'est toujours dans le domaine médical. C'est peut-être eux, peut-être qu'ils se sont reconvertis ou un truc comme ça. Ou peut-être qu'ils ont fusionné avec une boîte, mais je sais pas. Ça a plus l'air d'exister encore ce truc là. Donc voilà, on est de retour dans la base de données. Alors, je vais vous montrer un petit truc qu'il y a sur ces écrans noirs et blancs, qu'on peut faire en tout cas sur cette machine. Si j'appuie sur la touche fonction et sur F3, hop, on peut inverser l'affichage. Voilà. Et ça permet en fait dans certaines situations de luminosité, ça permet de mieux voir. Bon après il y a plein de petits trucs sympas avec le on-screen display sur cette machine. Donc on a hop, des petits icônes pour la batterie. Voilà. Des trucs pour augmenter le contraste ou le diminuer. Voilà. Pareil pour la luminosité. Voilà, tout est fait en OSD. Et ça ça commençait juste à apparaître sur les machines de cette époque-là. Parce que je vous rappelle qu'avant, on avait des réglettes sur le côté. Voilà, pour ajuster luminosité et contraste. Hein. Sur beaucoup de PC de cette époque, c'est ce qu'il y avait. Et là, ils avaient fait via un OSD qui est quand même super sympa. Quoi. Il y a un truc pour la sortie externe, mais vu qu'il n'y a rien de branché, il veut pas. Un truc pour verrouiller le clavier. Voilà, donc ils avaient quand même fait pas mal d'efforts sur cette machine. Hein. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va repasser en normal. Je vais quitter et retourner au DOS. Je vais éditer l'autoex.bat, histoire de faire en sorte qu'il boot tout le temps sur un DOS standard. Je vais le laisser comme ça pour le moment, et ensuite, dans une prochaine vidéo, on lui installera, je pense, un Windows 3.1. Je vous montrerai comment je vais m'y prendre, étant donné que je n'ai pas de lecteur de disquette sur cette machine. Et voilà, donc sûrement Windows 3.1. Après, si vous voulez Windows 95, il paraît que la machine est compatible.
Vous me direz dans les commentaires si vous le voulez, je vais juste vous donner la conf. La conf pour le moment c'est 512 mégas de disque dur, mais je lui ai préparé une petite surprise. Donc voilà le petit cadeau dont je vous parlais. Hop, un petit adaptateur compact flash vers IDE 2.5 et la compact flash qui va avec. Alors, pourquoi j'ai pris qu'une 1 Go alors que si vous allez sur Amazon, la 1 Go est au même prix que la 4? C'est tout simplement pour une question de compatibilité. Ce PC est censé être livré au départ avec un disque dur de 250 mégas. Mais il se trouve que là-dedans, on a actuellement un disque dur de 540. Je sais pas trop comment la machine peut réagir si jamais je lui colle, si je lui colle 1 Go. Voilà. Donc maintenant, on va aller éditer notre AutoEx. CD. CD. Edit. C.bat. Hop. Donc là, à un moment, il charge. Hop. Il charge ça, là. Mot passe. Donc du coup, je vais le virer. Je vais virer aussi. Je vais virer précise. Voilà. Et normalement, là, au redémarrage, si je sauvegarde, donc Alt F, enregistrer, Alt F, quitter. Ok. Et là, normalement, si je redémarre, on devrait booter sur un DOS. Alors rassurez-vous, vous avez vu, j'ai pas sauvegardé, j'ai réécrit le fichier par-dessus. Mais quand j'ai sorti le disque dur, j'en ai profité pour faire une image sur mon PC portable. Donc du coup, si je veux, je peux restaurer l'image et retourner complètement être config comme si je l'avais jamais touché. Donc maintenant, on va éteindre la machine. Alors j'ai remarqué quand on appuyait sur le bouton power, ça faisait que la mettre en veille. Bon, donc, du coup, je la mets en veille. Et ensuite, je la débranche. On va la relancer, on va voir ce que ça donne. Je vais inverser l'écran, tiens, pour le fun. Ah, tant que c'est... Oui, voilà. Tant que le BIOS n'a pas fini, ça fonctionne pas, d'accord. Voilà, ouais, c'est bon. Démarrage de MS-DOS. Ça, c'est cool. Ouais, c'est iMem, le truc. Et voilà. Super. Donc on boot bien sur un DOS. Alors il fait 3 instructions derrière, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ça. Hein. Et là je peux quand même lancer mon programme comme j'avais avant. Hop, je peux lancer précise. Alors il relance le truc sur le COM1, ça j'ai pas trop compris. Je peux quitter. Ok. Et je vais essayer, tiens. Mot passe avec un E à la fin. Ah c'est ça, et là il demande un mot de passe. Ah ok. Ok, bon ben voilà. Donc finalement, vous voyez, j'avais bien raison, au début c'était un script qui lançait un programme. Et je l'avais vu dans la petite liste, donc du coup en renommant le truc, il s'est pas posé la question, il n'a même pas fait d'erreur, il est passé à la ligne suivante, hein, il s'est pas embêté. Bon ça c'est cool. Bon ben en tout cas, vous allez bientôt revoir ce PC portable. Vous allez un petit peu décider ce qu'on va faire avec, parce que de toute façon, soit j'installe un Windows 3.1, soit un Windows 95, mais alors Windows 95 ça va vraiment être compliqué. Windows 3.1 j'ai bien une petite idée, mais le 95 là je pense que je risque de bien m'arracher les cheveux. Mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc je vous rappelle juste la config, 1.486, 25 MHz, 4 Mb de RAM. Et un écran noir et blanc. Voilà. Bon, en tout cas, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et surtout la prochaine, pour une prochaine vidéo.